Deuxième exercice, encore de l'algèbre linéaire, mais cette fois c'est plus en rapport avec la diagonalisation. Donc la partie A, déterminer le noyau de f, déterminer l'image de f. Alors ici il y a une petite subtilité de rien du tout, mais il faut quand même y faire attention. Encore que je pense pas qu'on vous en tienne rigueur dans les concours. Cela étant, autant faire les choses bien comme il faut. Donc on vous donne la matrice qui représente l'endomorphisme f, on vous demande de déterminer son noyau, son image. On peut le faire avec la matrice, mais si on fait ça, on va avoir des vecteurs colonnes. Or, f va de R3 dans R3, donc il faudra juste réécrire les choses en ligne. Une petite subtilité, mais à laquelle on va quand même faire attention. Donc, je me donne x, y, z appartenant au noyau de la matrice A. Bon. On a alors... Vous avez donc moins x plus 2y plus z qui vaut 0. Vous avez moins x moins y moins 2z qui vaut 0. Et donc x plus y plus 2z qui vaut 0. On remarque immédiatement que les deux dernières lignes sont proportionnelles. Donc je vais directement en supprimer une et je vais avoir moins x plus 2y plus z qui vaut 0 et x plus y plus 2z qui vaut 0. J'ajoute mes deux lignes. Et donc je vais faire ici, je note en dessous après. Donc j'ajoute les deux lignes, je vais avoir 3y plus 3z égale 0. En faisant L2 reçoit L1 plus L2. Ce qui revient à dire que par exemple y est égal à moins z, et donc moins x, moins 2z plus z, moins z égale 0, ce qui revient à y égale moins z, et x par exemple, qui vaut aussi moins z. D'où x, y, z, qui est égal à donc moins z, z, c'est-à-dire z facteur de moins 1, 1. Donc j'en déduis que ker de f, c'est l'espace vectoriel engendré par, en ligne, moins 1, 1. Puisque f est un endomorphisme de R3, son noyau est donc un sous-espace vectoriel de R3 et non pas de M3,1 de R. Deuxième question. Déterminer l'image de f. Bon. Eh bien, vous avez im de f qui est engendré. Alors, oui, on peut noter ça comme ça. Par f de E1, f de E2, f de E3, c'est-à-dire par vect f de E1, je vais donc avoir f de E1 moins 1, 1, f de E2, 2, moins 1, et f de E3, je vais avoir 1, 2, 1 moins 2, pardon, et 2. C'est ce que me donne la matrice. Alors, il faudrait multiplier tout ça par un tiers en vrai. Mais on peut s'en passer. Pourquoi? Parce que si je suis engendré par un vecteur, je suis engendré par tout multiple de ce vecteur. Et là, ker de f plus im de f ne doit pas dépasser la taille complète. Et si je regarde mes vecteurs, eh bien avec un petit peu de chance, entre guillemets, je vais en avoir certains qui vont être multiples des autres. Par exemple, si j'ajoute le premier avec le deuxième, on remarque que moins 1, 1, plus 2, moins 1, 1 est égal à 1, moins 2, 2.
et que et moins 1, moins 1, 1 et 2, moins 1, 1 ne sont pas collinaires. Remarquez qu'en fait là, ce que je fais, c'est pour simplifier un petit peu les choses, mais en vrai on me demande de déterminer l'image de f, je peux simplement me contenter d'écrire vect de f égale, im de f égale vect de ce que je viens d'écrire ici. Mais le mieux c'est quand même de simplifier. Donc im de f, c'est l'espace vectoriel engendré par moins 1, moins 1, 1 et 2, moins 1, 1. Et là, je ne peux pas faire mieux. J'ai une base de im de f sans problème. Voilà pour la partie A. Partie B. Et donc la question 3a. Calculer A carré puis vérifier que A cube est la matrice nulle de M3 de R. Donc A carré, ça sera donc 1 neuvième, 2, moins 1, moins 1, 1, 2, moins 1, 1, 1, moins 2, 2, multiplié par la même chose. C'est-à-dire 1 neuvième, 2. 1, moins 1, plus 1, ici j'ai 0. Moins 2, moins 4, moins 4 plus 1, moins 3. Moins 1, moins 1, moins 4, moins 5, moins 5 plus 2, moins 3. Ensuite, 1, plus 1, 2, 2, moins 2, 0. Moins 2, plus 1, donc moins 1, moins 1, moins 2, moins 3. Moins 1, moins 1, plus 2, 1, 1, moins 2, j'ai moins 1. Moins 1, moins 1, moins 2, plus 2, 0. 2, 1 et 2, 3. 1, moins 2, moins 1, moins 1, plus 4, 3. Je vais quand même recalculer ce coefficient-là, le moins 1 qui est là, parce qu'il me paraît un petit peu étrange. Donc j'ai moins 1. Moins 1 plus 4, ça me fait 3. 3 moins 4, ça me fait bien moins 1. J'ai calculé A carré. Et ensuite, il me faut A cube. Donc je vais avoir 1 neuvième multiplié par un tiers, ce qui va me donner 1 27e. 2, 0, 0, 0. Moins 3, 3. Moins 3, moins 1, 3. Multiplié par moins 1, 1. 2, moins 1, 1. 1, moins 2, 2. Donc 0 fois moins 1, 3 moins 3, ça me fait bien 0. Ensuite, j'ai la même chose en fait. Donc 0, 0, 6, moins 6, ce qui me fait bien 0. 0, moins 3, plus... Ah, là j'ai un petit souci. Je vais faire le calcul parce qu'ici donc j'ai 0, 3, 3 moins 1, ça me fait que 2, donc là j'ai un problème. J'ai bien raison de soupçonner mon coefficient ici. J'espère que je ne me suis pas trompé en compilant les matrices. Non, j'ai bien écrit 2 fois la même. Ça, c'est bon. Donc, il faut que je multiplie. Donc, moins 1. Moins 1 plus 4. Moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2, ça me fait 1. 1 moins 4, ça me fait moins 3. Donc, ici, c'est moins 3. Et donc ici, tac, 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 ça me fait 0. Ici, je vais avoir 0. 3 moins 3, ça me fait bien 0. 0, 6, moins 6, 0. 0, moins 3 plus 3, 0. 0, moins 3 plus 3, 0. 0, moins 6 plus 6, 0. Donc je trouve bien la matrice nulle. Donc j'ai bien A cube égale la matrice nulle. On va avoir besoin d'encadrer ce résultat.
Question B. Justifier que 0 est l'unique valeur propre possible de A. Eh bien, x cube est un polynôme annulateur de A. Qui n'a qu'une seule racine. Zéro, d'où le spectre de la matrice A est inclus dans cet ensemble qui ne contient que 0. 0 est la seule valeur propre possible de cette matrice, ce qui ne veut pas dire que la matrice est à 0 comme valeur propre. La matrice A est-elle diagonalisable? Bon. On peut remarquer une chose, c'est que A n'est pas inversible. On l'a montré à la question A de la partie 1. Donc, A admet effectivement 0 comme valeur propre. D'où donc spectre de A est égal au vecteur nul. Supposons que A est diagonalisable. Alors dans ce cas-là, A est semblable à la matrice nulle. Alors il existe P inversible, c'est-à-dire il existe P tel que A est égal à P-1 est égal à P multiplié par la matrice nulle multiplié par P-1, c'est-à-dire à la matrice nulle, ce qui est absurde. Puisque A n'est pas égal à la matrice nulle. Conclusion, A n'est pas diagonalisable. A n'est donc pas diagonalisable. On avait le noyau de A, ça pouvait aussi fonctionner en disant que la dimension de l'espace propre de A, autre méthode, la dimension de E0 de A est égale à 1 d'après la question 1 toujours. Or, 1 est différent de 3, donc A n'est pas diagonalisable. Deux méthodes pour la même chose. Question 4. Donc là, il faut un petit peu d'analyse synthèse. Trouver une base B' égale E'1, E'2, E'3 de E dans laquelle la matrice F et la matrice T égale machin. Donc, pour trouver une telle base, on doit avoir f de E'1 est égal à 0, donc E'1 qui appartient au noyau de F. On doit avoir f de E'2 d'après la matrice T qui vaut E'1. Donc, il existe un certain lambda appartenant à R, tel que f de E'2 doit être égal à, on a dit moins lambda, lambda. Puis troisième point, on doit avoir f de E'3 qui doit être égal à E'2. Bon. On peut choisir E'1 est égal à moins 1, moins 1, 1. Notons E'2 est égal à x, y, z. On a f de E'2 qui est égal à qu'est-ce qu'on a fait ça au-dessus? Non, pas vraiment, c'est pas très grave. F de E'2 qui va être égal, d'après la matrice, à donc f de x, y, z, c'est-à-dire 1 tiers de
Donc on va avoir moins x plus 2y plus z, moins x moins y, j'ai oublié le moins 2z, et x plus y plus 2z. Et ça, on veut que ce soit égal à E'1, c'est-à-dire à moins 1, moins 1, 1. Ce qui nous permet d'avoir un système, d'où vous allez donc avoir moins x plus 2y plus z qui va être égal à moins 3. Alors pourquoi moins 3? Parce que je multiplie par l'inverse de 1 tiers qui est 3. Vous avez moins x moins y moins 2z qui est égal à moins 3 également. Et x plus y plus 2z qui est égal à 3. On remarque aisément que les deux dernières lignes sont multiples l'une de l'autre, exactement comme on a fait tout à l'heure. Donc on va avoir moins x plus 2y plus z qui est égal à moins 3 et x plus y plus 2z, par exemple, qui vaut 3. Je vais ajouter mes deux lignes exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Moins x plus 2y plus z est égal à moins 3. J'ajoute mes deux lignes et je vais donc avoir 3y plus 3z est égal à moins 3 plus 3, 0. Donc j'en déduis que je vais donc avoir y égale moins z et moins x moins 2z plus z, donc moins z, est égal à moins 3. Et là, je vais faire un choix. Par exemple, prenons, je ne sais pas moi, z égale 1. Alors, on a y égale moins 1 et x qui va être égal à 3 plus 1, c'est-à-dire à 4. Moins 4. Non, c'est z vaut 1 et non pas moins 1, donc moins 1, donc 2. Donc, E'2 égale 2, moins 1, 1, convient. On remarque que E'1 et E'2 ne sont pas collinaires. Sinon, j'aurais dû faire un autre choix. Et puis, je fais le même travail avec f de E'3. Donc, on doit avoir f de x, alors, soit E'3 égale x, y, z là aussi. On veut f de E'3 qui soit égal à E'2, d'où j'ai le même système avec simplement le second membre qui change. Moins x plus 2y plus z, moins x plus 2y plus z est égal à 3 fois E'2, donc ici je vais avoir à 6. Je vais avoir moins x moins y moins 2z est égal à moins 1 multiplié par 3, donc à moins 3. Et enfin, x plus y plus 2z, qui doit être égal à 1 multiplié par 3, donc à 3. Toujours pareil, je vais donc avoir moins x plus 2y plus z est égal à 6. J'ajoute, je fais disparaître une ligne, donc je vais avoir x plus y plus 2z qui va être égal à 3. J'ajoute là aussi mes deux lignes, moins x plus 2y plus z est égal à 6. Et je n'ai plus de x, j'ai donc 3y plus 3z est égal à 6 et 3, 9. Et je vais pouvoir diviser par 3. Moins x plus 2y plus z est égal à 6. Y plus z est égal à 3. Ça, c'est assez pratique. Donc, par exemple, je vais avoir y qui va être égal à 3 moins z. Je reporte dans la première ligne. Je vais donc avoir moins x plus 2y, donc 6 moins 2z, plus z est égal à 6. Donc là, on va avoir des simplifications. Donc j'ai y qui va être égal à 3 moins z. Et j'ai donc moins x
moins z qui va valoir 0. C'est-à-dire que x va être égal à moins z. J'ai donc x égale moins z et y est égal 3 moins z. Là aussi, je vais faire le choix de prendre z égale 1. On a x égale moins 1 et y égale 2. Et donc E'3 qui sera égal à 2, moins 1, 2 et 1. Donc conclusion, on a choisi E'1 est égal à moins 1, moins 1, 1. E'2 qui est égal à 2 moins 1, 1. Et E'3 qui est égal à moins 1, 2, 1. Il faut juste vérifier maintenant qu'on a bien une base, parce qu'on pourrait très bien en avoir qui soit combinaison linéaire des autres. Vérifions que E'1, E'2, E'3 est libre. Je me donne un réel lambda, alpha, bêta, gamma, il m'en faut 3. Tel que alpha E'1 plus bêta E'2 plus gamma E'3 est égal à vecteur nul 0. On a donc moins alpha plus 2 bêta moins gamma qui vaut 0. On a moins alpha moins bêta plus de gamma qui vaut 0. Et enfin, on a alpha plus bêta plus gamma qui vaut 0. Bon. Pas de problème. J'ajoute ma première et ma troisième ligne. Donc je vais garder ici la première. Moins alpha moins bêta plus de gamma égale 0. Et ici je vais faire L3 reçoit L3 plus L1 et j'obtiens 3 bêta égale 0. Remarquez qu'ici j'aurais très bien pu faire une opération aussi. Dans L2 je peux mettre L2 plus L3. Pourquoi je fais ça? Comme ça j'ai plus de alpha, j'ai plus de bêta et j'obtiens que 3 gamma égale 0. Et donc j'en déduis que bêta égale 0, que gamma égale 0, et en reportant dans la première, alpha c'est 2 bêta moins gamma, vaut 0. Donc E'1, E'2, E'3 est libre et contient 3 vecteurs dans un espace de dimension 3. E'1, E'2, E'3 est une base de R3. Et dans cette base, f de E'1 est égal au vecteur nul, f de E'2 est égal à E'1, et f de E'3 est égal à E'3. Donc, mat de f dans la base qui s'appelle B', c'est bien la matrice T. Conclusion, dans la base B', qui est E'1, E'2, E'3, où E'1 est égal à moins 1, moins 1, 1. E'2 est égal à 2 moins 1, 1. E'3 est égal à moins 1, 2, 1. Eh bien, on a la matrice de F est égale à T.
Un petit peu de travail, mais vous voyez qu'avec de l'analyse synthèse, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste bien comprendre qu'en fait, il n'y a pas une unique solution, donc on peut faire des choix. Partie C, la partie, à mon avis, la plus difficile. Encore que, c'est pas si compliqué que ça. Montrer que VT égale TV, sachant qu'on veut montrer qu'il n'existe aucun endomorphisme tel que G rond G égale F. On suppose donc par l'absurde qu'un endomorphisme existe, et on note V. La matrice de G, donc on a V carré égale T. Bon. J'ai V carré égale T, donc si je calcule VT, ça va me donner V multiplié par V au carré, c'est-à-dire V au cube. Mais V au cube, c'est V au carré multiplié par V, c'est-à-dire T multiplié par V. D'où VT égale TV. J'ai répondu à la première partie de la question. En déduire que G rond F égale F rond G, dans la base B', V c'est la matrice de G et T c'est la matrice de F. Bon, très bien. On a donc VT égale TV, d'où G rond F est égal à F rond G. Là, on nous guide quand même pas mal, hein. Il n'y a pas vraiment de travail à faire pour cette deuxième partie. D'ailleurs, parfois un petit peu difficile d'expliquer les choses quand il y a si peu d'éléments à donner. Question 6a. Montrer que G de E'1 appartient au noyau de F. Bon. Il va falloir que je regarde ce qui se passe. Donc je vais calculer F de G de E'1. C'est-à-dire, cette chose-là, c'est F rond G de E'1. Or, on a vu que F rond G, c'était G rond F. Donc ça, c'est G rond F de E'1, c'est-à-dire G de F de E'1. Mais on a dit précédemment que ce F de E'1, c'était le vecteur nul. Donc c'est G du vecteur nul. Et comme G est un endomorphisme, c'est le vecteur nul. D'où G de E'1 appartient à quart de F. En déduire qu'il existe A, ça va être très simple. Or, quart de F, c'est vect de E'1. Donc, il existe un réel A tel que G de E'1 est égal à A multiplié par E'1. C'est réglé pour la première. Question B. Montrer que G de E'2 moins A fois E'2 appartient aussi au noyau de F. Bon. Eh bien, je vais calculer F de G de E'2 moins A E'2. F est linéaire, donc je vais avoir F de G de E'2 moins A multiplié par F de E'2. C'est-à-dire G de F de E'2, puisque F et G commutent, moins A multiplié par F de E'2, et F de E'2, on l'a calculé auparavant, on a dit que c'était E'1. Je vais donc avoir G de F de E'2, c'est G de E'1, moins A fois E'1, et on a dit au-dessus que ben, c'était A fois E'1, moins A fois E'1, c'est-à-dire le vecteur nul de R3. D'où G de E'2 moins A E'2 appartient à quart de F. Donc pour les mêmes raisons qu'au-dessus, hein, il va exister un certain réel, tel que cette chose-là est un multiple de E'1. Donc, il existe un certain B appartenant à R, tel que G de E'2 moins A E'2 est égal à B
E'1, d'où il existe un réel B tel que G de E'2 est égal à B E'1 plus A E'2. Question B terminée. Question C. Montrer que f rond G de E'3 égale G rond F de E'3 est égal à AE'1 plus AAE'2 plus BE'1. En déduire que machin, très bien. Donc je vais calculer moi f rond G de E'3. Comme f et G commutent, c'est G rond F de E'3, c'est-à-dire G2 F de E'3, on a dit que c'était E'2. Et donc ça vaut BE'1 plus AE'2. Il n'y a rien de sorcier, hein, vraiment. Voilà. En déduire que G de E'3 moins A1 appartient au noyau de F, bon, bah, très bien. Je vais donc calculer F de G de E'3 moins A E'3 moins B E'2. Ça c'est quoi? C'est F de G de E'3 moins A F de E'3 moins BF de E'2, c'est-à-dire BE'1 plus AE'2 moins A F de E'3 c'est E'2 moins B F de E'2 c'est E'1, et je trouve le vecteur nul de R3. J'en déduis donc que G de E'3 moins AE'3 moins BE'2 appartient au noyau de F. En déduire qu'il existe C tel que, très bien. Donc, j'en déduis la chose suivante. Il existe un réel C tel que G de E'3 moins A E'3 moins B E'2 est égal à C E'1, d'où il existe C appartenant à R tel que G de E'3 est égal à C E'1 plus B E'2 plus A E'3. Ce qui va me permettre d'écrire la matrice de l'endomorphisme G dans la base B'. On en déduit que la matrice V, qui est la matrice de B', de G dans la base B', c'est donc G de E'1, G de E'1, c'est le vecteur nul, donc 0, 0, 0. G de E'2, G de E'2, G de E'2, G de E'2, on l'a calculé, c'est donc BE'1 plus AE'2. Donc on va avoir, j'ai dit que c'était le vecteur nul, mais en fait non, hein, c'est A fois B ici, A ici, et 0, BE'2 plus BE'1, GE'1 appartenant à car F, donc G de E'1, c'est bien AE'1. Et puis le dernier, c'est ce que je viens de dire juste au-dessus, j'ai donc CE'1, BE'2 et AE'3. Donc ça, hein, que ce soit bien clair, ça c'est G de E'1, G de E'2, G de E'3 en fonction de E'1, E'2, E'3. Calculer V carré en fonction de ABC, obtenir une contradiction. Bon, bah, très bien, hein, pas de difficulté. V au carré, c'est donc égal à A0, 0, B
BA0, CBA multiplié par A00, BA0, CBA. Je multiplie. Donc je vais avoir A multiplié par A qui va me faire A carré. De toute façon, c'est une matrice triangulaire, donc ici, j'ai ça. Il me reste qu'à calculer les trois coefficients supérieurs. Donc je vais avoir AB plus BA. AB plus BA, donc 2AB. Pour le coefficient qui va être ici, je vais avoir AC plus B carré plus AC, donc 2AC plus B carré. Et pour le coefficient qui me manque, je vais donc avoir AB plus 2AB. Voilà. Et ça doit être égal à T. C'est-à-dire à... calculer V carré, hop, donc ça c'est V carré. Je réponds aux questions et je montre que j'ai bien répondu aux questions en mettant en valeur mes résultats. Et donc V carré doit être égal à T. On doit avoir V carré égale T, et T c'est... où est-ce qu'elle est ma matrice T 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. On a donc A carré égale 0, 2AB égale 1, et 2AC plus B carré est égal à 0. Or, si A carré égale 0, on a donc A égale 0 et 2AB égale 0 différent de 1, ce qui est contradictoire. Et on a bien obtenu notre contradiction. Et voilà pour cet exercice.